Salut, c'est Sai et aujourd'hui dans l'analyse de personnages, on va parler de Tony Stark, alias Iron Man. Comme vous avez pu le constater au cours de ces derniers mois, la chaîne s'ouvre à de nouveaux univers qui me tiennent à cœur et le Marvel Cinematic Universe en fait partie. Ainsi, après Steve Rogers, alias Captain America, il me semblait évident de m'intéresser à Tony Stark. En effet, Avengers Endgame arrive à grands pas pour clôturer la phase 3 du Marvel Cinematic Universe et je suis persuadé que ces deux personnages seront au centre de l'intrigue. Ainsi, dans cette vidéo, je vais tenter d'analyser le personnage de Tony Stark en revenant sur les événements des précédents films le concernant, tout en essayant d'amener des réponses sur ce qui pourrait advenir de lui dans Avengers Endgame. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour l'analyse de personnage de Tony Stark, alias Iron Man. On dirait que vous m'emmenez dans une cour martiale, c'est dingue, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si vous alliez vous garer et me plomber, vous avez pas le droit de parler? Hey, Forrest! On peut parler, monsieur. Ah, je vois, alors c'est personnel. Anthony Edward Stark est le fils unique de Maria et Howard Stark. Très proche de sa mère, son enfance fut principalement marquée par l'absence de son père qu'il trouvait particulièrement froid. Pourtant, il semblerait que ce soit ce dernier qui l'ait inspiré à faire de grandes choses dès son plus jeune âge. À 4 ans, il fabrique son premier circuit imprimé, et à 7 ans, son premier engin motorisé, pour être finalement diplômé du MIT à 17 ans en étant major de sa promotion. Il perd ses deux parents à 21 ans, devenant l'unique héritier de la compagnie familiale Stark Industries. Si Tony était un génie dès son plus jeune âge, on peut dire que le manque d'affection de son père et la perte de ses parents aux prémices de sa vie d'adulte a eu un impact considérable sur sa personnalité. S'il est perçu par la grande majorité comme un playboy égocentrique, arrogant, excentrique, voire mégalomane, je pense que c'est principalement dû à un manque de reconnaissance dont il a souffert durant son enfance. Tony a besoin de briller pour exister et de vivre dans l'excès pour se sentir vivant. Il devient ainsi un fêtard séducteur qui abuse de la boisson. Si on ne peut nier sa grande intelligence, on peut se poser des questions sur sa maturité affective au début du premier film du MCU. Voilà une excellente question. Stark Industries étant spécialisé dans l'armement, Tony a toujours pensé que les armes qu'il créait étaient uniquement utilisées par les États-Unis au service de la paix. Ce côté étrangement naïf du personnage est, selon moi, une preuve supplémentaire de sa grande immaturité affective au début du MCU. Au niveau symbolique, on peut aussi noter qu'il est toujours assisté par Jarvis, une intelligence artificielle qu'il a lui-même créée et nommée en hommage au majordome Edwin Jarvis, qui a grandement contribué à son éducation. On peut alors imaginer un Tony souhaitant continuer à bricoler dans sa chambre, sous la surveillance de son majordome, sans réellement se préoccuper de la réalité du monde extérieur, comme un enfant innocent qui n'aurait pas conscience qu'il joue avec la vie de millions d'êtres humains. Surtout pas! Ok, je vole. Tu es là, Jarvis? À votre service, monsieur. Mais cette naïveté va brusquement disparaître car le premier film du MCU marque justement une prise de conscience du personnage. Lorsqu'il est enlevé par un groupe de terroristes en Afghanistan, il réalise que ce sont ses propres armes qui sont utilisées pour tuer des innocents. Pour s'échapper, il crée sa toute première armure qui, bien que rudimentaire en comparaison des suivantes, suffira à mettre en échec ses nombreux ravisseurs. Il revient alors aux États-Unis avec une seule idée en tête, stopper la production d'armes de Stark Industries. Si le traumatisme de l'enlèvement n'a pas estompé le côté sarcastique et égocentrique de Tony, pour notre plus grand plaisir, il a toutefois permis de faire de lui un homme meilleur, un homme qui compte prendre ses responsabilités et devenir le justicier qui sauvera le monde des armes qu'il a lui-même créées. À ce moment-là, bien qu'il souhaite protéger des innocents, Tony agit avant tout par vengeance et par désir de rédemption. C'est donc tout naturellement que son excès de confiance en lui prend le dessus et qu'il annonce au monde sa véritable identité, dans un élan d'inconscience aussi grandiose que dangereux. En vérité, je suis Iron Man. Je pense que la phrase « Je suis Iron Man » n'est pas à prendre à la légère. En effet, considérer qu'il y aurait d'un côté Tony Stark et de l'autre l'armure Iron Man serait une erreur. Car lorsqu'il affirme « Je suis Iron Man », il faut bien comprendre qu'il considère que l'armure et l'homme ne font qu'un. Si aujourd'hui on compte des dizaines et des dizaines d'armures différentes qu'il a améliorées au fil du temps, afin de contrer différentes menaces, eh bien chacune d'entre elles fait partie d'Iron Man. Symboliquement, le fait d'avoir choisi les couleurs rouge et or n'est pas non plus anodin, car si l'armure fait partie de lui, elle se devait d'être à son image et une fois de plus cela marque son besoin de briller pour exister. Ainsi, même lorsque Tony Stark ne porte pas d'armure, il est tout de même Iron Man. C'est pour cela qu'au fil des améliorations, les armures les plus récentes sont devenues de plus en plus aérodynamiques, afin d'imiter une seconde peau et d'être enfilées le plus rapidement possible. peu importe. Mais alors, si l'armure et l'homme ne font qu'un et que Tony Stark est Iron Man à chaque instant, comment peut-il vivre sa vie d'homme? Car si Iron Man a pour seul objectif de protéger la Terre, qu'en est-il des désirs personnels de Tony? Je vais commencer par un petit massage.
et je passerai un moment au labo. Si vous pouviez envoyer un de vos gorilles au Starbucks du coin à Malibu pour me rapporter un cappuccino, ça me ferait plaisir. Si au départ, Tony était un homme volage qui aimait flirter à droite à gauche sans se préoccuper de son avenir amoureux, cette période semble être aujourd'hui loin derrière lui. Vous l'aurez compris, il est temps de parler de Piper Potts. Bizarre. Non, c'est pas bizarre. Vous avez peut-être raison. Ouais. Recommencez pour vous. Moi, je trouve ça bizarre. On dirait 2 otaries avec un grain de raisin. Simple secrétaire que Tony nommera finalement présidente de Stark Industries, il semble évident que Tony est totalement dépendant de Piper. Elle gère son emploi du temps depuis des années et cette dépendance est même poussée à l'extrême par certains détails, comme le fait qu'elle est la seule à se rappeler du numéro de sécurité sociale de Tony, par exemple. Le fait que Tony pense directement à elle pour prendre la présidence de Stark Industries est aussi un acte fort du personnage, qui montre qu'il lui fait entièrement confiance. Mais il serait trop facile de voir cette dépendance dans un seul sens quand on sait par exemple que le vrai prénom de Piper est Virginia et que c'est Tony qui l'a surnommée Piper après qu'elle ait menacé de gazer un collègue qui l'a harcelé. Si le fait qu'elle accepte le surnom donné par Tony au point que pas grand monde ne connaisse sa véritable identité est un détail amusant qui pour moi souligne le lien entre les deux personnages, je suis intimement convaincu que Piper serait totalement perdue dans sa vie si elle n'avait pas Tony. Tout comme Tony serait totalement perdu sans Piper, mais ça c'est quelque chose d'évident pour tout le monde. La relation amoureuse entre ces deux personnages est donc extrêmement forte, ils sont fiancés et ont déjà envisagé d'avoir des enfants. Mais comme je l'ai déjà dit, Tony est Iron Man et cela l'empêche de vivre pleinement sa vie d'homme, car il se doit d'être un super-héros en permanence. Si au départ il agissait principalement par vengeance et désir de rédemption, il souhaite peu à peu se retirer du jeu pour prendre sa retraite de super-héros et vivre une vie heureuse qu'il a bien méritée avec Piper. Mais bien qu'il mette tout en œuvre pour y arriver, cela n'est pas si simple. Cela dit, si ça marche, on va peut-être pas s'en tirer. Peu à peu, Tony apprend à jouer en équipe et rejoint les Avengers car il considère qu'ils sont le meilleur moyen de protéger la Terre. Mais comme Tony souhaite se retirer pour pouvoir un jour vivre sa vie avec Piper, il réfléchit à des alternatives. Il travaille alors avec Bruce Banner pour créer Ultron, une intelligence artificielle censée maintenir la paix sur Terre. Malheureusement, Ultron considère que c'est l'humanité qui est la pire menace de la planète et décide de la supprimer. Les Avengers sont donc contraints de détruire Ultron. Tony est alors dévasté car Ultron a causé la mort de nombreux civils, lui rappelant les ravages de Stark Industries à l'époque. Ils se sont évidemment responsables et ne sait plus quoi faire. Ce garçon se nomme Charles Spencer. Un garçon épatant. Il a décidé de passer toutes ses vacances à monter des logements pour les pauvres. Et où ça? En Sokovie. Il pensait se rendre utile, sans doute. Malheureusement, on ne le saura jamais puisqu'on lui a balancé un immeuble sur le crâne dans le feu de l'action. C'est par culpabilité, suite aux méfaits de Stark Industries, puis d'Ultron, que Tony accepte les accords de Sokovie proposés par l'ONU. Il ne veut plus être responsable des pertes civiles causées par les Avengers et considère qu'il serait judicieux de laisser l'ONU décider de leurs agissements. S'en suivra un désaccord fort avec son ami Steve Rogers, qui estime que c'est aux Avengers de prendre leurs responsabilités. Mais j'ai déjà beaucoup parlé des événements de Civil War dans la vidéo qui lui était consacrée. Le plus marquant dans ce film pour Tony étant la découverte des circonstances de la mort de ses parents. Quand il apprend que c'est le soldat de l'hiver qui les a tués, sous les ordres de Hydra, le désir de vengeance de Tony refait surface et une seule pensée l'obsède. Sa mère n'est pas morte dans un accident de voiture, elle a été assassinée. Tony redevient l'enfant qu'il était, il revit le deuil de sa mère et est incapable d'y faire face. Une réaction parfaitement compréhensible mais qui aura des répercussions terribles pour les Avengers. Ça change rien à ce qui s'est passé. Ça m'est égal. Il a tué ma mère. Bien que fâché avec Captain America, Tony a toujours conscience qu'il ne pourra jamais protéger la Terre seul. Il a d'ailleurs créé des liens forts avec d'autres membres des Avengers, comme Bruce Banner par exemple, à qui il s'est beaucoup confié. Souvenez-vous que c'était à ce dernier qu'il avait raconté les événements du film Iron Man 3. Il devient aussi le mentor de Spider-Man, comme pour préparer la future génération d'Avengers, destinée à le remplacer. Si on garde à l'esprit le fait que Tony souhaite avant tout vivre une vie heureuse avec Piper, on peut interpréter le fait qu'il continue d'agir en tant que Iron Man comme une nécessité, faute de mieux en attendant de trouver une alternative. Il ne souhaite plus être sous les projecteurs et en ce sens on peut dire que le Tony mégalomane des débuts commence à s'estomper, pour laisser place à un homme fatigué qui continue malgré tout à mettre ses talents au service de la paix. Il souhaite par exemple que Spider-Man devienne un meilleur héros que lui pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il avait d'ailleurs déjà agi en ce sens en laissant son meilleur ami James Rhodes devenir War Machine à l'époque. Mais c'est alors qu'il travaille à construire un monde qui n'aurait plus besoin de Iron Man qu'une nouvelle menace arrive avec Infinity War. Oui, c'est là que je voulais en venir. À propos de ça, hier soir, j'ai rêvé qu'on avait un enfant. Ça avait l'air vrai.
L'arrivée de Thanos va contraindre Tony Stark à revenir se battre en première ligne. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revenir en détail sur les événements de Infinity War, je tiens simplement à dire que Tony avait rarement autant frôlé la mort que dans ce film. Si son affrontement avec Thanos reste à mes yeux l'un des moments les plus épiques du Marvel Cinematic Universe, il a surtout eu pour conséquence de faire réaliser à Tony ses propres limites. La disparition de Spider-Man après le claquement de doigts de Thanos est ainsi un moment déchirant pour Tony. D'abord parce que je suis persuadé qu'il a beaucoup d'affection pour le gamin qu'il a entraîné, mais aussi parce qu'il représentait le digne successeur de Iron Man, l'espoir d'un avenir meilleur. C'est en ce sens que je pense que Endgame sera l'occasion de clore la carrière de Iron Man, en même temps que la phase 3 du MCU. Je suis désolé. Pour ce qui est du film Endgame, je me pose principalement 3 questions concernant Tony. La première, étant donné qu'il est coincé dans l'espace avec Nebula, comment va-t-il revenir sur Terre? Au départ, je pensais à Captain Marvel qui aurait pu le récupérer au cours de son voyage vers la Terre. Cependant, la scène post-générique de Captain Marvel semble contredire cette théorie. Si certains pensent à Rocket, qui en tant que gardien de la galaxie pourrait trouver un moyen de sauver Tony, pour ma part je préférais que ce soit Piper qui, à l'aide d'une armure d'Iron Man, mettra tout en œuvre pour voler au secours de l'amour de sa vie. Même si cette supposition n'est pas la plus plausible, elle permettrait au niveau symbolique de marquer le fait que ce combat sera le dernier pour Tony, car Piper et lui méritent de terminer tranquillement leur vie ensemble. Évidemment, ce n'est qu'une supposition, et si vous avez d'autres idées, je vous invite à les partager dans les commentaires. La deuxième question, beaucoup plus complexe, est la suivante. Comment les Avengers vont-ils vaincre Thanos? Je n'ai pas la réponse, je pense simplement qu'ils vont agir en équipe, comme le laissent supposer les uniformes vus dans les différentes bandes annonces. L'occasion de marquer une véritable réconciliation entre Steve et Tony, qui restent à mes yeux les deux piliers des Avengers. Pour tenter de répondre à cette question avec plus de précision, je vous invite à aller checker les vidéos des collègues Hirosef et Argorok. Vous trouverez les liens dans la description. Enfin, la troisième et dernière question que je me pose est tout simplement, que va-t-il advenir de Tony à la fin? Pour ma part, c'est simple, si je souhaite à Steve Rogers de retrouver l'agent Carter dans le passé, je souhaite que Tony puisse épouser Piper et prendre sa retraite de super-héros. L'occasion de passer le flambeau à la nouvelle génération d'Avengers et de terminer sur une happy end, pour des personnages qui, à mes yeux, l'ont bien mérité. Alors ça te plaît, jusqu'ici? Je suis pas concentrée. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie Tostadora pour m'avoir offert ce t-shirt. Vous trouverez un lien ainsi qu'un code promo dans la description. Comme d'habitude, merci de laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram et soutenir la chaîne soit en me faisant un don sur Tipeee, soit en regardant des publicités sur YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description. Sur ce, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue.